Très bien, mais bonsoir à tous et à toutes. Merci à Bertrand d'avoir organisé un petit peu cette soirée. Merci à la Librairie du Contretemps de nous accueillir ce soir. Merci à Evelyne Brouzeng d'avoir accepté, je dirais, de nous aider dans la traduction. Et puis, bienvenue à toi pour cette soirée et au livre que tu as commis et qu'a traduit Bertrand. Je dois le dire, c'est une expérience passionnante que de lire le livre que vous avez écrit. C'est vraiment, alors d'abord c'est un livre biographique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un livre qui donne à connaître le parcours de quelqu'un qui s'éveille, je dirais, à la conscience politique. À un moment donné, il s'engagera au Meretz, en Israël, qui est un parti de gauche, plutôt proche, disons, des idées socialistes, pour qualifier un peu les choses. Ensuite, il s'engagera, après cette expérience politique, il s'engagera un petit peu dans une organisation de paix qui s'appelle Breaking Silence, mais qui en fait rompre le silence sur la question palestinienne, bien sûr, hein, dans la poursuite de son histoire. Mais évidemment, le mieux, ce sera que lui vous raconte un petit peu les raisons pour lesquelles il a décidé, je dirais aussi, de rompre avec les idées dominantes de son pays. Il vous racontera pourquoi. Et une des raisons, moi, que j'ai identifiées, et assez récemment, c'est que le fait que la jeunesse israélienne passe entre 3 et 4 ans de sa vie, qu'on soit un homme ou une femme, une jeune femme, dans l'armée, dans le Sahel, évidemment, peut-être vous mesurez, ou vous pouvez comprendre comment ça peut structurer les représentations qu'on peut avoir du monde, de la société dans laquelle on vit. Mais tout ça, il va peut-être en parler beaucoup mieux que moi. Je vais peut-être passer la parole d'abord à Bertrand, hein, qui est lui d'origine juive laïque. Voilà, il se qualifie comme ça. Mais bon, c'est un collègue, un ancien collègue de la fac avec qui j'ai longuement travaillé, qui a découvert évidemment le livre de Nir Avishai et qui a proposé évidemment de le traduire en français, de le donner, de le rendre accessible au plus grand nombre, ce dont je le remercie. Je te passe la parole peut-être, et puis ensuite on va dialoguer aussi après avec Nir. Merci à toi, Dominique. Merci à vous, Evelyne. Merci à Marina, fond du cœur, d'avoir accepté cet échange. Je vais être bref, parce que naturellement, l'important, c'est ce que peut dire Nir et le dialogue que vous aurez ensemble. Mais j'ai proposé à Nir Cohen de traduire ce livre un an avant, comme l'a dit Dominique, peu de temps après les massacres du 7 octobre, parce que je suis de religion juive, je le revendique, même si je ne suis pas quelqu'un de religieux. J'ai de la famille qui vit en Israël, donc je suis très sensible à tout ce qui se passe dans la région, Israël, mais aussi en Palestine, et je suis très choqué de ce qu'est l'attitude du gouvernement israélien, l'orientation d'Israël depuis des années. Et en découvrant les écrits de Nir Cohen en anglais, son livre a été traduit de l'hébreu en anglais, peu après le 7 octobre, j'ai trouvé un livre que j'ai trouvé extrêmement légitime, parce qu'il est de la part de quelqu'un, un citoyen israélien, un militant israélien, et qui, en même temps, pour des raisons familiales, 3 générations, des grands-parents issus de la Shoah, pour des raisons personnelles, croit en les droits de l'homme, l'égalité, la paix et la coexistence avec les Palestiniens, y compris et malgré tout ce qui arrive depuis un an. Et donc, il porte ce message, et il a voulu porter ce message d'abord en Israël. Et donc, je lui ai proposé de traduire ce livre en France pour que ce message puisse être porté dans les milieux francophones. En France, bien sûr, de manière plus générale, dans les milieux francophones. Donc, ça venu cette semaine, à Bordeaux et dans d'autres endroits de France, a cette volonté, à travers ce livre, d'être le support du message de paix et de coexistence que veut porter Nir. Voilà la démarche. Nir va vous expliquer ce qu'était la démarche de son livre. Le dernier point que je veux indiquer, c'est que ce livre a été écrit fin 2022, donc quelques mois avant la tragédie du 7 octobre. Et à l'intérieur de la version française, avec Nir, on a
rajouté un certain nombre de ses interventions dans les médias, New York Times, Facebook, où il s'est exprimé après ce qui s'est passé le 7 octobre, et donc qui apparaît, qui n'est pas dans la version initiale, mais qui apparaît dans cette version. Thank you. So, My turn. I will speak in English and then you will, you will please. translate. I can translate. Yeah. Okay. Okay. I speak to you because he knows everything. You will see better. Okay. I am Maybe your we private cooperate. translator. Okay. Thank you. Can do as yesterday. Yeah. First, thank you very much for coming here and to give me the possibility to speak about the book and about my opinions. Stop me whenever you want to translate, okay? I'll say a few things about myself and then about writing the book, and then maybe we'll go to speak a little bit about my opinions. And if you have questions, I will be more than happy to answer. So I'm Nir. Je pense que vous avez compris. Je vais le présenter, dire qui je suis, et on échangera. Yeah. Sorry. No worries. So my name is Nir. I'm 43 years old. I live in Israel, in the north part of Israel. I grew up in a very normal and good family and in a good environment, I can say. Like everyone, it was more than obvious that when I turned to 18, I will join the army. In Israel, probably you know, it's mandatory to serve in the army when you turn 18, for men 3 years and 2 years for women. Donc, j'ai grandi dans un environnement familial et général plutôt agréable et plaisant. J'habite dans le nord d'Israël, près du lac de Tibériade, pour être précis. Et il m'est apparu, comme à tous les Israéliens, quand j'ai eu 18 ans, que j'allais rejoindre l'armée, ce qui se passe, vous savez, pour tous les Israéliens, 2 ans pour les filles et pour les femmes, et 3 ans pour les hommes. Et donc, c'était une démarche naturelle, et c'est ce qui s'est passé pour moi. I served in the army as a combatant, as an officer in the IDF. And after a year of training, I arrived to the front line, to the occupied territories, meaning I served both in Gaza Strip and before Israel pulled out. I talk now in the year 2000, 2001. And later on, I served in the West Bank. After 4 years, I released from the army, but I still kept serve in the reserve army. So in Israel, I think it's unique to the country of Israel. It's also kind of mandatory to serve as a reservist by the age of 40 or 45 if you're an officer. Donc, j'ai commencé à faire ce qui était mon service militaire, 1 an de formation, ensuite 2 ou 3 ans. Et donc, je me suis trouvé engagé dans des opérations à Gaza, à une époque où Israël ne s'était pas retiré de Gaza. On parle de vers l'année 2000, 2001, yeah. 2000, et en Cisjordanie. Donc, comme un militaire pendant ces 3 ou 4 ans de service militaire. Et après ces périodes, après cette période de service militaire, il y a la possibilité, enfin, il y a la nécessité de continuer ce qu'on appelle la réserve jusqu'à l'âge de 42 ou 45 ans, selon donc très longtemps. Normalement, ça peut être 1 mois par an, mais ça peut être beaucoup plus en termes de temps. Et donc, j'ai commencé après mon service militaire, à être un réserviste dans une unité de combat israélienne. I can say that my military service influenced a lot about the rest of my life, about the way I see the situation or the way I see the conflict. I'm not proud with what I have done in the West Bank and in Gaza Strip, but I take full responsibility. I cannot change the history
or the past, but I can influence about the present and the future. And I think the responsibility that I have now is to speak out about what I've seen, what I've done, and unfortunately what is going on these days in the West Bank and in Gaza Strip. Donc j'ai commencé à agir comme réserviste à l'intérieur de l'armée. Je prends la pleine responsabilité de ce que j'ai fait comme militaire pendant des années, comme réserviste. Je n'en suis pas fier, mais je l'assume complètement en tant que citoyen israélien. Et en même temps, ça m'a profondément changé. Ce que j'ai pu vivre et faire a profondément changé, c'est ce dont je vais vous parler, et a changé mon regard sur l'occupation à Gaza et en Cisjordanie. Donc cette période, début de ma réserve, a été un tournant par la réalité que j'ai vécue et auquel j'ai participé. I believe that you are here because you have maybe curiosity or interest about the conflict or about the situation between Israel and the Palestinians. And I can say about my book that unlike many other books, this is not an opinion or like political science. I wrote about my life. I wrote about my experiences. I wrote about the thing that I have seen and I've done over there in the occupied territories, and also about some of my activities in Israel. Je pense que vous êtes là parce que naturellement vous vous sentez intéressé à différents titres par la situation qui se passe en Orient, en Israël et en Palestine. Je veux dire que ce livre n'est pas un livre de réflexion. J'ai voulu que ce soit ce qui s'est passé, ce qu'a été ma vie comme militaire, ma vie comme citoyen israélien, de décrire les faits qui nous ont passés pendant des années et auxquels, je le répète, j'ai participé dans les territoires occupés, mais aussi dans mes activités d'activiste pour la paix à l'intérieur d'Israël. I believe, especially from here, from far away, it's difficult to see the details about the conflict. And you see maybe the very wide angle of the conflict. I don't know where each one of you stand in this conflict. But what I want to say that the book gives an opportunity to understand how the occupation looks like out of an eyes of someone that actually did it. And when we say, or when someone says we need to end the occupation, what exactly that it says, occupation, how it looks like by someone that was there, boots on the ground, and again, experience this reality. And I think this is something which is quite unique in this book. I'm not sure how many books was written by Israelis about their expressions from the service. Ce livre, je le redis, je pense que vous avez votre opinion et votre vision depuis la France de ce qui se passe en Israël et en Palestine, mais je pense que cette vision, elle prend les choses de manière très générale. Et ce que j'ai voulu traduire dans ce livre, traduire moi, Nir Cohen, c'est la réalité d'un militaire israélien quotidienne, et année après année, pour vous faire percevoir ce que sont les faits, pas tant les opinions que les faits, comment les choses se passaient et comment elles se passent encore aujourd'hui à Gaza, en Cisjordanie, vu de la part d'une personne qui a pris part à ces activités, je pense ça comme ça, en Cisjordanie et à Gaza. And maybe before we open it for maybe open conversation, I want to tell you just a small story about the history of this book. I had a contract with a publisher in Israel, and after we printed the first copy of the book, he decided
not to publish the book because he was afraid, according to his words, that this book will may hurt the feelings of his client. So he canceled the contract and decided not to publish the book. Obviously, I insisted to publish it, and it went quite well also in Hebrew. But I tell you this story because maybe you will get some example how the situation right now inside the Israeli society and how poison is it against human rights activists or against people who speaks or oppose the Israeli occupation. Donc j'ai écrit ce livre et j'avais un éditeur. Et quand est venu le moment de publier ce livre, en particulier avec une couverture de ce type, l'éditeur a refusé de le publier, en particulier en disant que cela risquait de heurter ses clients, le sentiment de ses clients. Et je n'ai pas trouvé d'éditeur. Je vous donne cet exemple pour vous montrer ce que peut être les problèmes des personnes qui se battent pour les droits de l'homme en Israël, problèmes relationnels et sociaux, ou qui parlent de paix et de coexistence dans le contexte actuel. Okay, maybe we'll take some questions from the... Est-ce que vous voulez d'emblée poser des questions? Moi, j'en aurais une, parce qu'il est très modeste. Mais vous verrez à la lecture de son livre, et surtout à la fin, il n'en reste pas simplement à raconter sa vie et son histoire, mais il donne à connaître des perspectives possibles pour un avenir commun, palestinien et israélien, au Moyen-Orient. Et il le fait de manière tout à fait intelligente, enfin, il le fait de façon à donner à connaître toutes les possibilités qui existent, sans forcément, il a un point de vue, il est plutôt partisan de la solution à deux États, mais il explique aussi pourquoi, et il envisage la solution à un État qui a été posée par un certain nombre d'intellectuels ou de militants israéliens ou palestiniens, voire d'ailleurs, hein, qui sont plutôt sur une solution de type républicain telle que nous la connaissons en France. Et la troisième, évidemment, ce serait le maintien de la situation actuelle et qu'il condamne évidemment de manière très ferme. Tu disais que tu avais une question? Alors, une question. Enfin, pour aborder le débat. C'était un peu clair. Non, Pour aborder le débat. Pour aborder le débat, est-ce que tu pourrais, comment dire, revenir un petit peu sur le processus qui t'a conduit à passer, je dirais, de l'idée traditionnelle israélienne de tout faire pour la sécurité du peuple israélien à la découverte que finalement il se passait des choses assez abominables, notamment dans les territoires occupés, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Et tu cites à un moment donné une expérience à Jénine. Est-ce que tu peux nous en parler? So, as you describe it, it's a process. I cannot say that in the moment I reached the occupied territories, I became a peace activist or anti-occupation activist. It was, for me, very difficult to maybe be in a position that in many ways I go against the mainstream or against the main narrative of the Israeli society. And no one wants to be in the minority. No one wants to be out of the herd, or no one wants to be out of the mainstream. It took me 10 years to understand that I'm not willing to serve in the West Bank or in the occupied territories. 10 years. I served 4 years in the regular service and then 6 more years in the reserve, several times in the West Bank. And only in year 2010, I decided with myself, I was, I think, strong enough with myself to say, I'm not willing to do that anymore. So definitely this is a process. I think the main
thing in this process was the actual experiences that I had, as I describe it in the book, and more I felt that there is nothing between the safety of Israel and the fact that Israel exists in the West Bank. Okay. Pour répondre à la question de Dominique, a été en un jour que je suis passé de la vie d'un militaire israélien classique à ce que je suis maintenant et ce que je défends maintenant. Ça a été un long processus, ça m'a pris environ 10 ans. 10 ans à partir du moment où j'ai commencé à servir dans les territoires israéliens et à prendre conscience que ce à quoi je participais, d'une part, était contraire à mes valeurs, devenait inacceptable pour moi. Et il m'a fallu une maturation pour me sentir assez fort, pour assumer ça, pour faire partie d'une minorité d'Israéliens qui refusent ce type de situation. Et ce qui a beaucoup contribué à ça, c'est que je me suis rendu compte assez vite, à l'intérieur de mes activités en Cisjordanie, dans les territoires occupés en particulier en Cisjordanie, ce que je pouvais faire n'avait pas grand-chose à voir avec la sécurité d'Israël. Il y a une dissociation entre ce qu'on me demandait de faire en tant que soldat et en tant qu'officier, puisque j'ai été officier ensuite, et ce qui était naturellement nécessaire à la sécurité d'Israël. I can say that I really wanted not to deal with the occupation. I really want, after the military service, let's say, to live my normal life. And I went to study and I went to travel. But I think my memories didn't give me the opportunity to rest or to leave it aside. I think in many ways I still live what I've seen, what I've done, and in many ways I still live every day the trauma that I felt over there. We think that it's very important for me to emphasize I'm not the victim. Okay, I'm coming from the strong side. The victims are the people that I occupied, and the victims are the Palestinians. So this is very important for me to say. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de ma première période de réserve, et en particulier de mes activités en Cisjordanie, j'avais envie de mener une vie normale, telle qu'elle peut se passer en Israël, voyager, faire des études et laisser tout ça derrière moi. Mais je n'étais pas quitte avec ce que j'avais vécu, qui était contraire à mes valeurs. Et donc, c'est quelque chose qui était en moi et qui est encore aujourd'hui en moi. Et it was really a traumatism for me to consider what I have done. Et ça a été vraiment un traumatisme pour moi de prendre conscience de ça, que c'était inscrit, gravé en moi, ce qui s'était passé, ce que j'avais vécu, ce à quoi j'avais participé, donc je ne pouvais pas le rejeter, je l'ai intégré, et ça a contribué au changement, profondément à mon changement. Mais soyons clairs, comme l'a dit Nir, ce n'est pas moi la victime, les victimes, ce sont les Palestiniens. Je ne veux pas être considéré comme une victime, mais comme une personne qui a eu un cheminement, une pensée sur la base de ce que j'ai vécu et ce à quoi j'ai participé. Alors, une question complémentaire. Est-ce que la période, je dirais, où partie d'Israël, et tu as voyagé pas mal, hein, apparemment tu es passé par le Caire, tu es passé par plusieurs pays au niveau international. Est-ce que ça a joué aussi dans ton engagement ou les engagements futurs que tu as pris? Yeah, 3 years after I
finished the military service, I was working a year in Egypt, and for me it was the first time I really could speak with Arabs, what maybe some Israelis will call enemies, even though we have peace agreement with the Egyptians, but still in the Israeli society, many of them see the Arabs as our enemies. And then for a year I was living in an Arab city, which 99% of the Israelis don't have this kind of experience. And I understood much better their point of view, both of the conflict and also on the wars that we had between Israel and Egypt. And definitely I can say that living there gave me a different perspective than many other Israelis. And I think this is maybe a super important lesson that we as Israelis need to understand. So in order to understand the whole picture, we need to speak with the other side. We need to listen, we need to read, we need to visit other places. And unfortunately, in Israel, this is not the case with many Israelis. Donc, quelques années après la fin de mon service militaire, j'ai passé un an en Égypte, au Caire, envoyé par le gouvernement israélien. C'était la première fois que je me trouvais dans un pays arabe, à discuter, que ce soit professionnellement ou autrement, avec des personnes du monde arabe. Donc, c'était une découverte pour moi, c'était très important. Et de manière générale, j'ai découvert qu'il était très important d'échanger, de se confronter, de discuter, y compris dans le cas précis de l'Égypte, qui était déjà en paix avec Israël, mais que dans la perception que pouvait avoir la société israélienne, l'Égypte, comme les pays arabes, étaient des ennemis. On parle d'une vingtaine d'années en arrière. Et je considère extrêmement important, j'ai considéré à partir de ce moment-là, et bien évidemment encore maintenant, extrêmement important qu'il est important de connaître l'autre, d'échanger, d'argumenter, de se confronter dans la discussion, dans les échanges, dans la controverse. Et c'est quelque chose qui, dans le contexte de la société israélienne, n'est pas fréquent. Les Arabes en particulier sont considérés comme nos ennemis, à nous, Israéliens, quel que soit dès qu'on nomme le terme arabe, pourrait-on dire, sans réflexion, sans discussion et sans échange. Donc j'estime qu'il est extrêmement important pour tout un chacun de commencer à discuter, quelle que soit ses positions. Alors, dans la poursuite un petit peu de ton cheminement, tu décides de t'engager dans le champ politique. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et pourquoi, à un moment donné, tu décides de passer à autre chose, et notamment dans des actions du type droits de l'homme, etc. So, after quite a lot of years, I decided in 2017 to get into politics. After I was a teacher, I had a master's degree in sport, and I decided to stop everything and to go into politics because something burned in my stomach, and I felt that I want to help change the situation. And I didn't really know how to do that because, okay, that's good that I want to go to work in the parliament, for instance, but I didn't know how to do that. And Israel is quite a small country, and somehow, by coincidence, a parliament member heard about me and offered me to meet him, and then he offered me to be his consultant. It was super coincident and super lucky. And this moment changed my life because for a couple of years I was very involved in the Israeli
politics in the party called Meretz, which is the left party in Israel. Yeah. À un moment, il m'a semblé important de m'engager en politique pour essayer de changer la situation et participer au changement de la société israélienne. C'est quelque chose qui était pour moi, c'était en 2017, qui était tout à fait nouveau et inconnu. Je n'avais pas participé à quelque action politique que ce soit. Et donc, j'ai commencé à rechercher la possibilité de m'engager. Et on m'a proposé un poste comme d'assistant parlementaire dans un parti qui est le Meretz, qui est le parti de gauche. Pas de comparaison avec la société française, mais globalement plutôt PS, on va dire, en Israël. Donc, c'était une expérience, ça a été un peu un hasard, mais c'était une expérience importante pour moi de m'engager dans cette démarche d'assistant parlementaire. What Dominique is asking is why you like. Yeah, I'm sorry. And I also share it in my book, let's say the dark side of the politics. After a while, I felt that 90-something% of my energy and also the, let's say my boss, the parliament member, that we invest mostly in promoting ourselves and not promoting. He's never true in France. Okay. Politics. So like 90-something% of the time we deal with how we will be more popular, how we'll get more likes or a better article in the media, and very few percentage we invest about promoting our ideology and helping changing the situation. I ran by myself to the parliament. I tried to get elected. I didn't. And then I decided after a few years that I really want to do something that will goes with my ideology, not just promoting myself or promoting the other politicians that I was working with. À un moment donné, je me suis rendu compte que la vie d'un politique et des gens qui l'entourent la majorité du temps était consacrée à l'autopromotion plutôt que de prendre en compte les problèmes, d'essayer de les empoigner, pourrait-on dire, et de proposer des solutions, quels que soient les partis. Et ceci m'a conduit à m'éloigner de la politique. Avant de m'éloigner de la politique, j'ai essayé moi-même de me présenter as MK, comme un député, ça n'a pas marché. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de trouver des engagements qui étaient en collés avec mes valeurs. Et donc, j'ai cessé mon activité politique. And by that time, I knew quite a lot of people in, let's say, the peace camp and in politics. And I got a very interesting offer to be the spokesperson of the, I think, most famous, well-known anti-occupation NGO in Israel, which is called Breaking the Silence. It's the same NGO which I gave testimony back in 2014. In Israel, to be the spokesperson of Breaking the Silence, that's a symbol. For many, many people, that's not a good symbol. For me, I was very proud to be identified as the spokesperson of this organization, Breaking the Silence. But I knew back then, and I see it also now after 5 years finishing working there, that this mark will go with me to the rest of my life in Israel. Forever I will be in Israel, the former spokesperson of Breaking the Silence. It's very significant in Israel. Donc, à la fin de cette période politique, j'avais noué un certain nombre de contacts dans les milieux politiques
et plus large en Israël, et en particulier dans ce qu'on appelle, ce qu'on appelle toujours le camp de la paix. Et j'ai eu l'opportunité on m'a proposé d'être le porte-parole de l'organisation Breaking the Silence. C'est le terme qu'on utilise en français aussi, Breaking the Silence. Une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, l'organisation Breaking the Silence, c'est une organisation non gouvernementale israélienne. Ce sont des soldats israéliens qui veulent faire respecter l'état de droit de manière générale en Israël et vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, une des principales activités est de recueillir des témoignages de soldats israéliens contre la loi et d'essayer de porter ceci à la connaissance du public et éventuellement justice. Donc, j'ai été porte-parole de cette organisation pour laquelle j'avais témoigné de mon expérience dans les territoires avant. J'étais porte-parole quelques années, 2 years. Sorry? You have been around? In Breaking the Silence, less than 1 year. 1 year, sorry. Less than 1 year. Mais je savais, et je sais encore aujourd'hui, que c'est quelque chose qui me marquerait vis-à-vis de la société israélienne pour la vie entière, parce que c'est une organisation qui est très connotée. Certains, naturellement, adhèrent aux objectifs de Breaking the Silence en Israël, et beaucoup, naturellement, sont contre cette démarche. Alors, question, pour continuer un petit peu ton cheminement, quelles ont été les expériences? J'ai vu qu'à certains moments de ta vie, tu as vécu avec des mouvements progressistes palestiniens, des expériences communes dans le cadre soit de délégations, je ne sais plus si c'était dans le cadre de ta délégation parlementaire ou dans d'autres champs. En fait, quel est le rapport que tu as pu établir avec les autres forces progressistes arabes et palestiniennes, notamment dans ton parcours? That's a good question. Most of the Israelis will not meet even one Palestinian in their whole life. Maybe they'll meet the Palestinians as an employee in a construction building or something like that. I didn't meet Palestinian before I started to be involved in politics. And I think the first time I met a Palestinian was when I worked with this parliament member, with this MK. And the meeting with both Palestinians that live in the occupied territories and Palestinians that live in Israel, what maybe some would call Arabs, influenced a lot about my point of view, and in many ways changed my point of view about the situation and also about the conflict. Il faut avoir conscience que beaucoup d'Israéliens peuvent passer leur vie entière sans avoir de contact et d'échange avec des Palestiniens. Et ça a été mon cas pendant longtemps. Les premiers Palestiniens avec lesquels j'ai commencé à entretenir des relations, ça a été la période où j'ai eu cette activité politique. Je parle de Palestiniens, pour bien définir le terme, de Palestiniens à l'intérieur d'Israël, donc qui sont des citoyens israéliens, ou d'autres Palestiniens avant le 7 octobre qui venaient travailler en Israël. Et je parle aussi des Palestiniens à l'intérieur des territoires occupés. Et donc, ça a été la période où j'ai commencé à échanger avec, entre autres, avec ces Palestiniens, et ça a profondément changé mon regard et la perception que je pouvais avoir. Ce que nous vivons en Israël, du conflit, et ça a beaucoup influencé sur ma vie. Oliver. I want to give an example how it changed my point of view, maybe 2 examples. So the first one, I defined myself as a Zionist by that time. For me, being a Zionist means to love Israel. That was the definition for me. That's why I thought that I was proud to be Zionist. When I spoke with the what we call again
Israeli Arabs or Palestinians. I understood from their point of view, Zionism, it's a supremacy of the Jews on the Arabs in the land of Israel. Now, I'm not talking about the occupied territory, I speak about the state of Israel. And when I understood that, and I understood that I want to have a partnership and to cooperate with the Palestinians and with the Arabs in Israel, I understood that I cannot define myself as a Zionist because I don't want to be supreme on any human being. So I decided to put aside this definition, and I don't define myself anymore as a Zionist because I want to cooperate with the partners, apologize with the partners, our partners. That's one example. Je vais vous donner deux exemples de ce qui a changé mon regard et mes actions à travers les rencontres que j'ai pu faire avec les Palestiniens. J'ai pendant longtemps été fier de me définir comme un sioniste. Pour moi, être sioniste, c'est aimer Israël, être un soutien d'Israël. Et à partir du moment où j'ai rencontré des Palestiniens d'Israël, donc des Arabes israéliens, on parle de Palestiniens d'Israël, je me suis aperçu que le terme sioniste ou sionisme représentait pour eux la suprématie des Juifs sur les Arabes. Et tout en conservant ma volonté de me sentir israélien, pleinement israélien, j'ai compris que ce terme, et échanger à travers ce terme, faisait de moi quelqu'un qui imposait une situation à des personnes qui n'étaient pas sionistes et qui n'étaient pas juives à l'intérieur d'Israël. Donc ça a été une chose qui m'a profondément, qui a été un élément moteur de mon évolution. Parce que je ne veux pas, en tant qu'Israélien, apparaître comme quelqu'un qui est dominateur sur une autre culture. And the second example, which I want to speak about, is how I was exposed to the situation of the Palestinian farmers. So during actually this time, October and November, it's the time of the olive harvest. And in the last 10 years, it became more and more frequent. The fact that those Palestinian farmers cannot even enter to their lands because either the IDF or the settlers preventing them from picking their own fruits. So there is an activity in Israel of some NGOs that you go voluntarily and actually being a human shield for those Palestinians, helping them to harvest the olives. And the fact that you are there makes more difficult to the army and to the settlers to, let's say, prevent the Palestinians to get their land. And I think this is something that only when you're there on the ground and you do that, you see how cruel the situation is, how bad is the situation, how difficult is it to be a simple Palestinian farmer that everything that he wishes, or the only thing that he wishes is to pick his own olives. And that's something you in Israel can barely see in the media. Only with face-to-face meeting you can understand this. Le deuxième exemple que je voudrais donner, qui me concerne directement, mais qui sont des faits très courants depuis des années en Cisjordanie, c'est la cueillette des olives. La cueillette des olives, c'est maintenant, les mois qui viennent de s'écouler, pour les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie. Et depuis des années, il y a beaucoup de choses sont faites pour empêcher ces fermiers palestiniens de vivre de leurs olives et en particulier de faire la récolte de ces olives. Que ce soit les colons eux-mêmes, que ce soit l'armée, beaucoup de tracasseries, voire même des violences faites contre
Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, en particulier au moment de cette période. I don't know if you said that, but donc je participe, I contribute for years, avec les Palestiniens à la cueillette de ces olives. Il y a l'aspect du travail physique et en commun et l'échange, mais il y a aussi le fait qu'on apparaît comme des boucliers qui rendent beaucoup plus difficiles les actions, soit de l'armée ou des colons, vis-à-vis donc des Palestiniens qui ne demandent qu'une chose, pouvoir vivre du travail de leur terre. Pour comprendre un peu, ça fait 1 heure hein, qu'on est ensemble, on pourrait continuer très 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 loin, mais je ne sais pas quelle durée qui a été vue. On continue? Échanger. Intervenir parce que je pense qu'on a des choses à demander. En plus, voilà. Et en fait, donc, si nous, on ne demande pas ce que toi, tu penses demander, peut-être qu'on Allez-y. Mhm. Allez-y, alors je vous laisse la parole. Si vous souhaitez, sinon j'ai une question. Mais allez-y. Moi, je voudrais savoir quel âge vous avez. Si vous êtes toujours réserviste, si vous avez toujours envie de l'être, et ce que vous faites en dehors de la promotion de votre livre. I'm 43 years old. I'm still a reservist. I served 3 months after October 7th. So in Israel, it's you need to serve till the age of 45. But I must say that if you don't want to serve, you will find a way not to serve. It's very easy. So the ones that serve, they are actually volunteers. That's the second question. What was the third question? What I do in my life? Yes. Okay. Actually, these days I write my second book. So most of the time I investing staying at my house in the countryside and write. I also have mango fields. So I'm half, let's say, some of the time I'm also a farmer, but this is something quite new because my father passed away a few months ago and I kind of took over. Yeah, that's what I do lately in my life. Donc j'ai 43 ans, je suis toujours réserviste et j'ai servi comme réserviste pendant 3 mois après les événements du 7 octobre. Donc 3 mois à la suite des événements du 7 octobre, j'ai été rappelé et j'ai accepté de servir comme réserviste. Mes autres activités, donc je travaille dans un moshav, village agricole. Je cultive des mangues et c'est quelque chose dans lequel j'étais impliqué ces derniers mois en raison du décès de mon père qui assurait cette activité. J'écris mon 2e livre. And if you agree, maybe we can precise what is your position with the reserve now. I am a major in the IDF. This is my rank. I'm the position, I can describe it as the operation officer of the brigade. I don't know if it means when something. I say position, what you would do? Do you want to go out of the reserve? Okay. Do you want to stay? That's a good question. I will say it in, let's say, 2 parts. In a year and a half ago, in July, during what they call in Israel judicial reform, okay, Israel is now in a process of being less and less democracy. I announced that I'm not willing, I refuse to serve in the reserve army because I'm not willing to serve in a non-democratic army. And then October 7th happened and I felt now this is not the time to argue and I served for 3 months. But
I think this government or this government doesn't want the war to end, and the war now it's totally political about the position of Netanyahu and some other politicians, and to be very honest, I don't think I will serve again. I deal with it in my book, not this one, the one that I write now, with my thoughts. I believe Israel goes to a very bad direction, and that also will influence the army. I feel less and less connected to the army and to the society, unfortunately. So the answer is blurred. It's not very accurate, I know, but I have second thoughts if to keep serving in the army. Sur un plan purement militaire, je suis major, donc officier de brigade. Sur un plan de ce que peut être mon positionnement vis-à-vis de la réserve, il y a 1 an et demi, avant les événements du 7 octobre, j'avais décidé de ne plus vouloir servir, en particulier parce que les réformes judiciaires dont je pense que vous avez entendu parler, voulait le gouvernement, orientait Israël vers une situation non démocratique et je ne voulais pas être soldat d'un État non démocratique. Il y a eu le 7 octobre et immédiatement, bien évidemment, j'ai considéré indispensable de revenir comme réserviste. J'ai passé pendant 3 mois. Aujourd'hui, j'ai un positionnement mixed feeling balancé. Clairement, je m'éloigne de ce qu'est l'armée, je m'éloigne de la façon dont l'armée, de manière générale, peut se comporter, parce que je pense que le gouvernement israélien entraîne Israël vers un fonctionnement qui est de moins en moins démocratique. Et je veux dire dans mon 2e livre qu'a priori, je refuserai de nouveau de servir si il m'est demandé ça. Marina. Oui, Marina. Pardon. J'aimerais savoir quelle est l'ambiance actuellement en Israël, parce qu'il nous arrive jusqu'en France, c'est quelque chose de plus en plus simpliste. Et les positions qui sont prises en France actuellement sont aussi extrêmement simplistes. J'aimerais savoir quelle est l'ambiance réelle dans le pays. Donc, personnellement. She asked about the environment of like how the society, what the society thinks, like the public opinion. Ideas which are promoted. Unfortunately, the last year influenced a lot on the Israeli society. There is very strong propaganda from the side of the government. Most of the Israelis don't aware to the situation of the Palestinians in Gaza and in the West Bank. You will not see it in the media, or you will barely see it in the media. The majority of the Israeli society, unfortunately, support the war and doesn't believe that we can have peace with the Palestinians. I think the majority support the occupation. Even if the majority doesn't support Netanyahu, the majority support the occupation. So in many ways, this war took the Israeli society more to the militaristic stage, which I had hoped it will be the opposite, because in many places in the history after the war comes peace. And in Israel, I'm afraid that this is not the current situation, because the society in Israel in many ways is so poisoned
and have this fear from the Arabs and have this fear from the Palestinians. Okay, maybe consider say one more sentence. Malheureusement, ce qui s'est passé le 7 octobre a profondément changé la société israélienne. Elle l'a déplacée, pour faire court, vers la droite, vers le fait qu'il n'y a pas d'autre solution que la guerre, que la confrontation avec les Palestiniens. Et ce positionnement est devenu de plus en plus fort à l'intérieur de la société israélienne, y compris et en particulier renforcé par le fait que la propagande d'une part, l'absence d'information à l'intérieur des médias israéliens, de ce qu'est le quotidien des Palestiniens de Gaza ou des Palestiniens de Cisjordanie, propagande plus absence de faits, d'images ou de... Voilà. Tout est fait pour limiter ou minimiser les informations dans ce domaine. Donc tout ceci a contribué depuis des mois, et naturellement après le 7 octobre, après les atrocités du 7 octobre, a contribué à pousser l'essentiel de la société israélienne vers un positionnement plus radical et en particulier de soutenir les efforts de guerre. Referring to that, I think the solution to the situation will not come from the Israelis and the Palestinians. I'm saying that because we are out of Israel, and I'm here also to say that we need the help of the international community. We need the help of the EU, of France, obviously, of the Americans, in order to solve the situation. Unfortunately, without a massive involvement of the international community, this war can last for many, many, many years. And this is something that I believe no one here wants. So I want to emphasize this point about the importance of France and the EU being involved in what's going on over there, mainly for the Palestinians, because unlike me, a Palestinian from Gaza cannot come here and speak with you. He cannot go out from Gaza. A Palestinian from the West Bank can do that, but it's very difficult for him. And he maybe will be afraid that after being here, when he come back, he will not be able to enter, or will be investigated by the Shin Bet, the Secret Service of Israel. So I have the privilege to come here and to speak by my name, but I think international community has to think about those, or to remember the millions of the Palestinians that are suffering right now. Ce que je veux dire et ce que je considère très important, c'est que je ne crois pas à ce jour que solution de paix peut venir des Israéliens et des Palestiniens. Qu'il y a un besoin d'une implication beaucoup plus forte de la communauté internationale, que ce soit l'Union européenne, la France, les États-Unis, d'autres structures à l'extérieur d'Israël et de la Palestine. Et c'est une partie du message que je veux porter de façon très forte. Nous avons besoin, nous, Israéliens, nous, Palestiniens, nous avons besoin de l'aide, de votre aide, de tous ceux qui veulent promouvoir la paix, parce que tout seul, à ce jour, la situation est tellement figée qu'il n'y a pas de perspective pour aller vers la paix. Et l'autre chose, c'est que je suis, en tant qu'Israélien, moi, Nir Cohen, j'ai le privilège, la possibilité de voyager, de me déplacer, de porter ma parole dans les médias, même si ce n'est pas simple, mais je suis dans un pays qui permet ça, y compris à l'étranger, ce qui n'est absolument pas le cas à ce jour d'un Palestinien à Gaza ou même d'un Palestinien en Cisjordanie. Moi, j'ai une question.
C'est quoi la proportion des gens qui croient encore à la paix aux côtés israéliens et côté palestinien? Et pour ceux qui croient encore à la paix, c'est une solution à deux États ou à un seul État? What is the solution? Is it a two-state solution? So, first, what is the proportion of people Yes. in Israel? Israël avec Palestine. Alors, Palestine. So, very sad for me to say that, but currently the majority in Israel don't think that peace is possible. Everyone will tell you, yes, we want peace, but peace you need to pay some price in order to have peace, and you need to have an agreement. So most of the Israelis, as I see it, don't believe that it's possible. I belong to a group or to a camp that getting shrink more and more. The peace camp in Israel is quite small. It used to be much more bigger than now. That's the first question. Je suis assez triste de dire que la majorité des Israéliens à ce jour ne croient pas en la paix. Je fais partie d'une minorité, et d'une minorité qui est de plus en plus réduite. Et donc, pour la plupart des Israéliens, l'idée même qu'il puisse y avoir une solution de paix n'apparaît pas une actualité. Regarding the solution, I obviously support the two-state solution. I support the right of the Palestinians to have their own state, their own independence. We think that if there will be on the table a solution that means one state solution, but with full right for the all 15 million that live from the river to the sea, from the Mediterranean Sea to the Jordan River, I have no problem with that. I don't think that it's practical. I don't think that the one-state solution, like a democracy one-state solution, is something that can happen. This is only maybe a dream. So I think the achievable solution is the two-state solution. This is something that it's on the table, and it's only a matter of willing. We can have it, even I believe quite soon. If Donald Trump will want and will force Israel to have the two-state solution, I think it can happen. À titre personnel, je suis pour la solution à deux États. C'est la solution qui me semble la plus rationnelle, qui est sur la table depuis très longtemps en Israël et pour les Palestiniens et à l'extérieur du Proche-Orient. Donc, c'est la solution la plus pratique. Si ce qui est proposé dans un traité de paix, c'est la solution à un État, je ne suis pas contre, pour autant que cette solution à un État respecte les droits de l'ensemble des membres de ces États à égalité de droits. Mais je ne crois pas beaucoup dans cette solution d'un État démocratique permettant, d'un seul État démocratique permettant l'égalité de droits de tous les citoyens. Donc, il me semble dans le contexte actuel que la solution à deux États, débattue depuis longtemps, est la solution la plus pratique, plus rationnelle, et c'est une solution qui peut arriver rapidement, entre guillemets. C'est une question de volonté commune, et qui sait, peut-être Donald Trump aura la puissance nécessaire pour tordre le bras au gouvernement israélien et lui imposer ce type de solution. I want to say again how urgent the situation right now in Gaza. And before we speak about the solution, we need first to have a ceasefire in Gaza. We need to make sure the Israeli army pull out from Gaza, which obviously include the return of the Israeli hostages, and then
we can start the recovery of Gaza Strip. I really do believe that this is the first step before we go to the solution, because the terrible situation in Gaza needs to be solved today, not even tomorrow. Et je veux dire qu'avant de parler de solution à deux États, il faut réaffirmer l'urgence de ce qu'est la situation à Gaza et l'urgence d'imposer un cessez-le-feu à Gaza, un cessez-le-feu qui naturellement inclut le retour d'une solution, quelle qu'elle soit, pour les otages israéliens détenus à Gaza. C'est l'urgence, pas de demain, c'est l'urgence d'aujourd'hui pour tout le monde, les otages, bien évidemment, mais aussi les Palestiniens à Gaza. And one more sentence, because it's related or referring to your question. Most of the Israelis don't know or don't aware to the situation in Gaza. So you, in the Israeli media, you will barely see the situation of the Palestinians in Gaza. The propaganda, again, is so strong, so they don't show what you see here, which is unbelievable. The average French person knows much better about what's going on in Gaza than the average Israeli, because the media here shows it, and the media in Israel doesn't. Je veux redire que ce qui contribue à la situation, c'est que le citoyen israélien moyen reçoit très peu d'informations de ce qui se passe à Gaza actuellement, à cause de la propagande, et que ce que vous voyez, vous, en tant que citoyen français dans les médias, est beaucoup plus documenté, plus précis, beaucoup plus actuel que ce que peuvent voir les citoyens israéliens. Il y a beaucoup de familles françaises en Israël, et je peux vous dire que dans nos familles, les informations et les images circulent, sur les réseaux sociaux notamment. Oui. Donc, dire que les Israéliens n'ont pas accès aux images, c'est pas tout à fait juste par le média. Mais il y a beaucoup de familles qui communiquent via les réseaux sociaux et on donne de l'information. Je mesurais juste un peu cette information. If someone wants, he easily can understand what's going on there. That's totally true. But unfortunately, most of the Israelis, they don't want. I can say that I live in Israel, but I still consume, media that shows what's going on in Gaza. But in the mainstream media, you will not see it. You can consume it, as you said, from the social media. You are absolutely right. Je ne veux pas dire que l'information est interdite ou censurée. Je veux dire que de manière générale, le fonctionnement dominant, c'est que on essaye de montrer le moins possible et de façon très militaire ce qui se passe, sans être dans nommer les choses ou à être documenté sur tel ou tel événement. Bien sûr, à travers les réseaux sociaux, les Israéliens peuvent s'informer, mais beaucoup ne le font pas parce qu'ils sont dans une situation de guerre. Et je vais ajouter à titre personnel, j'étais en Israël juste après le 7 octobre, un mois après, et je suis assez d'accord, c'était il y a un an, mais un mois après le 7 octobre. La télévision israélienne, on voit des bombes qui tombent, on voit de la fumée, mais naturellement l'information n'est pas censurée, mais le mainstream, le fonctionnement dominant est quand même d'avoir le moins possible. Bien sûr. Oui, non, mais c'est ça. Je crois que c'est ça que veut dire Nir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous avez raison. I think you are very brave. Thank you. Ça, c'est juste peut-être une dernière question, pas une dernière, peut-être qu'il y en a d'autres. Non, mais vas-y. Moi, ce que je voudrais, trois choses. Tout d'abord, témoigner mon admiration pour votre courage. Je pense que
n'ai pas rendu la vie simple, quoi. C'est le cas de tout le militant, en fait, dans tout cas, c'est un peu particulier. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une situation de conflit, on a un peu dit, donc dans une situation de conflit, on gagne la guerre aussi par la communication. Et la communication passe par la parole. Donc, et lorsque on parle, donc il y a un déséquilibre, lorsqu'on entend parler d'un côté des guerres et de l'autre côté d'attentats, donc et on parle des otages d'un côté et de l'autre côté des prisonniers, donc il faudrait quand même que, et pourtant c'est la même chose, il y a 3300 Palestiniens qui sont donc, en prison aujourd'hui, on ne dit pas que c'est des otages. Donc, on dit que c'est des prisonniers. C'est pas la même chose pour toi. Non, mais ils ont été. Oui, d'un côté, voilà. Parce que d'un côté, il y avait bon, il y avait méchant. D'un côté, c'est le terroriste, de l'autre côté, c'est les militaires. Donc, il faut quand même mettre un peu de réalisme dans ce qu'on dit. Donc, qu'on équilibre le discours. Et juste ma question. Donc, tu as parlé du plan Trump, de l'espoir que tu as en Trump. Trump, il a un plan, il a dit, donc il y a le cessez-le-feu. Donc, ça ne s'arrêtait pas au fait qu'on arrête de se bastonner. Ouais. Donc, le cessez-le-feu, c'est un retrait donc, des troupes donc, des territoires occupés pour revenir à la situation donc, avant les événements du 7 octobre. Donc, c'est la sortie de tous les prisonniers donc, d'un côté comme de l'autre, et donc la reconstruction de tous les dégâts qui ont été réalisés, donc qui ont été faits à Gaza, donc, et maintenant en Cisjordanie. Donc, est-ce que, donc, ça c'est le plan de paix, hein, c'est officiel. Donc, est-ce que tu partages donc, cette opinion, donc, ce processus donc, que Trump a évoqué? That has been presented by. You talk about Trump plan, like the previous one, Yes. 4 years ago. Le plan précédent, celui d'il y a 4 ans. Which Trump, pour le moment, il est pas au pouvoir. Donc, c'est. Yes, Trump is not the Il n'est pas encore président. Mais Trump, il a besoin de vendre ses armes. Mais donc, est-ce qu'il a. Il y a un accord de paix en cours ce soir avec le Hezbollah. Oui, non, mais on parle pas de la même chose, comme on dit. Mais à ma connaissance, Trump, ces derniers jours, ces dernières semaines, n'a pas détaillé ce qu'il souhaitait faire. On est d'accord? On est d'accord, il n'y a pas d'information détaillée. Je t'envoie par mail. Il était tellement imprévisible. Oui, c'est ce que dit Nir. I can say that I don't know Trump plan. I honestly I don't know. The plan that he had 4 years ago or 5 years ago wasn't a real plan, or wasn't a plan that can be done or can be accepted by the Palestinians for sure. I hope, because he's the next president, I hope he will do something. Maybe that's a false hope. I don't know. I can say that for sure I didn't support him, and I didn't want him to be elected, but this is now doesn't mean anything because he is the next president. And as the next president, I do have hope that he will do something, or even if maybe he will force Israel. And I want to say one more thing when we speak about the American politics. If I take 8 years of Obama and 4 more years of Biden, looking on the Middle East, nothing been changed. The only thing is the Abraham Accord, which it's very blessed, but it's not very significant. So 12 years of those two people, which I think they are decent people and good politicians even, didn't change 1 inch in the conflict of the Israelis and the Palestinians. So maybe Trump will change.
I don't know. I mean, the Democrats didn't do that, and I really had strong hope that they will do so, and the reality shows that they didn't. Je veux dire tout d'abord, je n'ai aucune sympathie pour Trump et que je ne suis pas spécialement heureux qu'il soit venu au pouvoir. Mais pour commencer par la fin, on a eu 12 ans de président américain démocrate, avec Obama et avec Biden, et vu du Moyen-Orient, rien n'a changé pendant ces 12 ans. Le plan que Trump a proposé il y a 5 ans n'était pas réaliste et surtout n'était pas acceptable par les Palestiniens. La seule chose qui est apparue, ce sont les accords d'Abraham, peut-être quelque chose d'important, mais qui ne résout en rien la situation et le conflit. Donc j'espère, mais peut-être c'est une histoire qui n'a pas de sens, j'espère qu'aujourd'hui, Trump a peut-être une vision qui sera différente et qui conduira à une situation de paix. Vincent, tu souhaitais. Alors, comme beaucoup, vous remercier de ce témoignage et vous remercier aussi monsieur d'avoir traduit ce témoignage parce qu'ils sont, je pense, extrêmement importants pour essayer de toucher du doigt un petit peu des sujets qui sont très compliqués. Moi, j'ai l'occasion par ailleurs de rencontrer un de vos compatriotes, Salah Abouri, qui est un franco-palestinien, de père arabe-palestinien, et qui est lui aussi, à sa place, un militant du droit international des Palestiniens. Salah Abouri. Salah Abouri. Un avocat, c'est un franco-palestinien qui a été emprisonné pendant. Et qui a été expulsé. Pendant une dizaine d'années, je crois. Et qui a été expulsé. Et qui, du coup, ne peut plus revenir en Israël. Qui a contribué, comme vous, à sensibiliser, je pense, les Français à la situation que vivent les Palestiniens aujourd'hui. Et je pense que votre témoignage est très important. J'ai pris des notes, excusez-moi. Non. Et vous évoquiez le rôle important de la communauté internationale dans la résolution du conflit. Et c'est également les voix, ce que vous dites, c'est malheureusement ce qui est porté par beaucoup de voix de la paix israéliennes et palestiniennes, c'est qu'aujourd'hui, les ressources existent de moins en moins dans la société civile, d'un côté comme de l'autre, pour la résolution du conflit, et nous appellent au niveau international à agir. Voilà. Est-ce que de votre point de vue, la reconnaissance par la France de l'État palestinien est un geste qui peut contribuer à résoudre ce conflit? Voilà. Et juste après, je ne suis pas un grand fan de poésie, mais comme on est dans une librairie, je vais faire une citation. Moi, il y a un poète palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish, une citation qui m'a toujours guidé dans tout ce que j'ai fait. Je souffre d'une maladie incurable, l'espoir. Et je sais que j'ai envie ce soir, en tout cas, qu'on utilise cette citation pour continuer à espérer que demain, deux peuples qui se ressemblent beaucoup, parce que bon, souvent quand on voit même physiquement, quoi, enfin moi, je parle de vous. Bon, ben voilà. En fait, je pense que moi, ça me toujours difficile de voir des gens qui n'arrivent pas à vivre ensemble, alors que des fois, ça peut être très simple. What do you think of what is your opinion of the recognition by France? Definitely, the recognition of France is super important. I think as much as countries will recognize the establishment of the Palestinian state, it both will contribute to the Palestinians and also to the understanding of the Israeli society that this is a solid fact.
So this is an action that I am very support that needed to be done, not just by France, but by all of the countries that understand this kind of understanding, and that's something that can come from you, because you have influence about your politicians, and the politicians will be the one that make this recognition. This is maybe one of the reasons why I decided to come all the way from Israel and to speak with you. So I speak both with politicians, but also with every person that is willing to listen and to hear what they have to say. Définitivement, je suis pour que la France puisse reconnaître l'État de Palestine, ce principe, et pas uniquement la France, un maximum de pays. Je pense que c'est quelque chose qui peut aider les Palestiniens, mais aussi les Israéliens, à prendre conscience de ce que sont les réalités, de ce que pourraient être les réalités à travers l'existence d'un État palestinien. Et c'est quelque chose que je soutiens. Et vous avez, vous, en France, un rôle à jouer parce que vos politiciens vous écoutent. Et c'est quelque chose qui peut et qui doit être entendu. Une dernière question peut-être? Non, pardon. Ah. Oui, tu peux faire. Non, mais il nous en parlera peut-être autour du verre. Non, comment tu vis la condamnation par la Cour pénale internationale de Netanyahou et du Hamas et de la direction du Hamas, parce que c'est très équilibré comme comportement. Voilà, et puis après, effectivement, on passe. How do you live personally? How did you receive that? I think that if someone made a war criminal, he should be judged. And I support this warrant. I think it's a significant step or significant declaration by the international community for the Israeli government that they cannot do everything that they want. And there is a price needed to pay if a war crime is being done. So I sadly can say that I'm happy that it happened. The warrants, I think we reached a point that we have no other choice but those kind of warrants and even sanctions on Israel. Je suis tout à fait pour ce qui a été proposé par la Cour pénale internationale. Je pense que c'est un élément de pression sur Israël. S'il y a eu des crimes de guerre, ils doivent être condamnés et jugés. And I guess that you have exactly the same position for Hamas. Yes, Non, mais ça doit être dit, bien évidemment. Mais là, on parle de la situation israélienne et je pense que c'est là encore une façon de faire prendre conscience à la société israélienne que tout n'est pas permis, qu'il doit y avoir des limites, quelle que soit, c'est moi qui ajoute ça, quelle que soit la légitimité d'Israël à se défendre, et ça ne veut pas dire se défendre sans limite, et moi, tu sais, et oui, je suis tristement heureux qu'il y ait ce type, à la fois triste et heureux qu'il y ait eu ce type de décision. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, moi, Nir Cohen, c'est que je soutiendrai aussi des sanctions imposées à Israël, là encore pour cette prise de conscience de la situation, que cette situation doit changer. Merci pour la patience de Marina. Merci pour tout ce que vous nous avez fait partager ce soir, les uns, les unes et les autres. Et merci aussi pour les questions du public. Et on partage ensemble.
And thank you for coming. It's very interesting for me to be here. Et bien entendu, faites des cadeaux de Noël. Je Ah, pense tout à que ça fait, peut hein. être super intéressant d'offrir ce livre. Ça, c'est un bon.